Notre objectif dans la vie, c'est de faire 1 million. On est bon? Let's go! Ok, let's go! Un bon maillot, c'est vraiment un projet cliché. On se regarde, on se dit putain, mais en fait l'idée elle est là. C'est comme ça qu'est arrivé un bon maillot. Tout le monde me disait « Ah, c'est pourri votre truc, c'est impossible que ça marche. » J'ai dit « Ok, on verra. » Je suis le papa de Louis Lenevé. Je suis né et j'ai grandi à Épinal, dans les Vosges. C'était un garçon curieux, prenait à cœur son rôle de grand frère. Alors je suis l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. J'ai un petit frère qui s'appelle Jules et une petite sœur qui s'appelle Léna. Je suis assez proche de mon frère et ma sœur, notamment en termes de différence d'âge, ce qui fait qu'on a pu grandir tous les 3 ensemble dans la joie et le bonheur. C'est le petit côté émotion du doc, mais j'ai grandi avec un petit frère handicapé. On a 4 ans d'écart et c'est forcément des choses qui te constituent dès ton enfance, et de perdre un des 2 parents. Il y a beaucoup de gamins à qui ça arrive. C'est des choses qui te forgent sur l'avenir et sur ton parcours professionnel et aussi bien personnel. Et je pense qu'il faut vraiment en faire une force et c'est super important pour la suite. Donc il s'en est passé pas mal ici, des parties de foot. Au départ, ça vient de son grand-père. Très rapidement, l'a emmené sur les terrains de foot. C'est plus qu'une passion, je pense, c'est carrément un mode de vie. Le foot, ça a vraiment drivé une grosse partie de ma vie et encore aujourd'hui. Et j'ai joué du coup jusqu'à 13 ans, je crois, dans le petit club de Cheny-Ménil. Et après, je suis parti du coup dans le club d'Épinal. Moi, j'ai longuement joué à Épinal, qui est le club phare du département. C'est là-bas où j'ai pu, entre guillemets, rencontrer mes 2 meilleurs amis d'enfance, Joseph, surtout Timothée, qui est mon associé aujourd'hui. Ici, c'était mon école primaire. C'est là où j'ai fait de mon CP à mon CM2. Il faut trouver des petites choses, puis on doit essayer de les reproduire le plus possible sur une feuille. Il avait des capacités, il fallait toujours être derrière lui pour qu'il ait des bons résultats et puis qu'il aille vraiment très loin. Le collège, j'ai toujours, je pense sans prétention aucune, été un bon élève. J'étais pas un mauvais élève, j'étais pas dans la tête de classe non plus à l'école. Mais je me battais pour être premier de la classe. Louis avait des facilités, il fallait quand même être derrière lui pour l'inciter à travailler plus et pas s'endormir sur ses lauriers. Mon entrée au lycée, je pense conjuguée à une mini crise d'ado potentiellement, et là je suis passé de tout à rien. Ça se passe bien, j'ai des bonnes notes, j'ai le bac du coup, avec mention aussi. Donc le lycée ça a été compliqué, j'ai failli redoubler, donc je me suis retrouvé à devenir interne en plein milieu de l'année de ma première, alors que j'habitais à 500 mètres du lycée, j'avais absolument pas envie d'y aller. Et en final, il y a une anecdote que nous on disait quand on était à l'internat, c'est que c'est un peu comme le Nord, en gros tu pleures quand tu y entres, et tu pleures quand tu ressors parce que c'était vraiment exceptionnel. Donc je pense que c'est l'internat qui a sauvé mon bac. Je cherche des écoles d'ingénieurs après le bac. Et d'un point de vue scolaire, tout le monde est meilleur que moi. Par contre, j'adore apprendre. Donc je suis un petit peu autodidacte, je me renseigne un petit peu. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? J'avais qu'une envie, c'était de rester avec mes copains, donc je les ai suivis à la fac. C'était absolument pas fait pour moi. En 2 mois et demi, 3 mois, j'ai abandonné. Je suis retourné chez mes parents et là mes parents m'ont dit il faut pas que tu restes à la maison, hein, on va te mettre un bon coup de pied au cul et puis tu vas trouver du boulot. Et comme beaucoup de jeunes à mon âge, j'ai atterri au McDo. Donc le McDo c'est vraiment une belle expérience de ma vie, j'en ai que des bons souvenirs et en même temps que le McDo sur mes jours de repos, j'étais serveur dans un restaurant. En fait l'idée c'était de pouvoir un peu me faire plaisir, gagner un peu d'argent, etc., etc. Puis surtout commencer à anticiper le paiement de mes futures études, commencer à chercher ce que je pouvais faire d'autre dans ma vie et j'ai trouvé une école de communication et je me suis rendu compte qu'en fait c'est ça qui me bottait vraiment. J'ai fait 2 ans d'études à l'ISCOM. Je suis parti en école de commerce cette fois, à Lyon, qui s'appelle Amos, une école qui est spécialisée dans le sport business. Mes études, elles ont forgé qui je suis aujourd'hui, en tout cas qu'elles m'ont aidé dans mon parcours entrepreneurial parce que j'attaquais ce job dans mon coin et je complétais la partie théorique avec les études. Et oui, ça a clairement joué dans mon parcours et dans l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Ça ne nous a pas du tout surpris, on savait qu'il avait plein d'idées en tête. Tim et moi on s'est rencontrés au collège, mais un peu plus tard, un peu par hasard, on se trouve à une soirée un soir et le feeling repasse super bien et depuis ce jour-là on s'est plus jamais quitté. Et il avait des envies de ouf d'entreprendre. J'ai dit à Timothée, écoute, j'ai une petite idée,
est-ce que tu as envie de venir la développer avec moi? Et c'est comme ça On crée jebouquinsportif.com qui arrive courant 2017 et on se dit on va être la seule agence française à mettre les sportifs de haut niveau en relation avec les marques et les entreprises. Je pense que c'est un échec, mais un échec formateur, puisqu'on a quand même appris beaucoup de choses et on a surtout appris que dans le business, on s'entendait bien, qu'on était potentiellement complémentaires et que ça pouvait être la porte ouverte à d'autres projets futurs. Pour moi, le Covid, ça a vraiment été déterminant dans ma carrière entrepreneuriale parce que c'est un moment où, un peu comme tout le monde, j'avais du temps. Je commence à attaquer sérieusement le projet Maison Albert Joseph en plein Covid. Pour moi, ce projet, c'est tout sauf un échec, même si par la force des choses, j'étais obligé de le mettre de côté, puisque un bon maillot me demandait beaucoup trop de temps. Je suis parti d'une feuille blanche jusqu'à la sortie d'un vrai produit que j'ai pu vendre. J'en ai vendu à peu près 1500 ou 2000, ça peut paraître ridicule, mais en vrai pour moi c'est déjà une très belle réussite. Je regrette forcément un peu de ne pas être allé plus loin, mais il fallait que je fasse des choix et voilà, mais c'est une très belle expérience. Octobre 2020, moi je suis en plein développement de ma marque de sous-vêtements. À l'époque, on est tous les deux fans de sport. On offre à un de nos meilleurs amis une box mystère. À l'époque, la boîte mystère, c'est vraiment cheap. Ça coûte très cher. À l'intérieur, il a que des trucs pourris. L'adrénaline que lui, il avait ressentie à la réception de son colis, à l'ouverture et tout, on se dit... Par contre, il y a une petite idée mystérieuse. Et nous vient l'idée de le déployer sur le foot. Et c'est comme ça qu'on a lancé cette idée-là. Donc j'ai les études, l'alternance, le développement de la marque. On attaque à fond le développement. Début de la commercialisation, juillet 2021. Donc il se passe quand même 8-10 mois entre la naissance de l'idée et le lancement du projet. Comme Louis nous a vendu ce projet, nous on pensait que ça allait forcément marcher. On avait objectivé un maillot par jour pendant 1 an et on était déjà rentable. Tout le monde me disait « Ah, c'est pourri votre truc, c'est impossible que ça marche ». On dit « Ok, on verra ». Le premier maillot est vendu en juillet 2021. Sauf qu'on n'a pas de stock. Je trace à Marc Avenue, le premier magasin que je vois c'est Adidas. J'achète un maillot de la Juventus. Il le paye plein pot, on n'a pas gagné un centime là-dessus, mais on a honoré notre première commande. Ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait on n'a plus jamais eu de nouvelles de ce client-là. 6 mois relativement calmes. On met des publications sur Facebook, Instagram. Et au bout de 5-6 mois, les réseaux sociaux commencent à prendre, le bouche-à-oreille commence à prendre. Mais c'est vraiment les premières vidéos TikTok avec Blaise et le Z qui nous ont beaucoup aidés au départ. Donc ces premières vidéos-là font des centaines de milliers de vues sur TikTok. Et là tout le monde s'est dit mais attends, moi aussi je veux faire mon million de vues. Et on a eu d'un coup des centaines et des centaines de clients qui se sont mis à commander, à faire du contenu et à voir des vidéos qui deviennent virales. Et c'est cet effet boule de neige qui a complètement propulsé la marque en juillet 2022. C'est qu'à cette époque, en fait, on n'a pas dépensé 1 euro en marketing. Et c'est là du coup qu'on prend une autre dimension. Premier soir où ça explose, on fait 200 ventes je crois en un jour. On prépare toutes les commandes depuis chez nous. Les salons deviennent des tables de préparation, on passe nos week-ends et nos soirs à faire des commandes. Je vous laisse imaginer la capacité de stockage dont on a besoin pour stocker 2000 pièces. On pousse les murs, mon père a une extension qui est collée à la maison dans laquelle il a ses bureaux personnels et il nous dit « Bon les gars, j'ai peut-être une solution pour vous, vu que je suis sur 2 étages, je vous prête l'étage du dessous ». Donc ici a débuté l'aventure unbonmaillot.com. On avait installé une table pour y mettre l'ordinateur et puis une personne qui s'occupe de l'expédition. Ici, il y en avait une douzaine qui étaient empilées. Le logo Un Bon Maillot, il a été créé là. Donc il y avait des palettes qui étaient... Voilà, ça touchait le plafond, carrément. Il y avait un certain engouement par moment autour du succès, qu'on avait carrément de la demande pour venir nous aider, quoi. Et c'est vraiment une organisation de fou, on est dans 30 mètres carrés, on se sert, etc. Et on récupère cet espace et du coup on recrute notre premier préparateur de commandes à plein temps. Et on se retrouve à faire en une journée ce qu'on faisait habituellement en une semaine, puis à faire en une journée ce qu'on faisait habituellement en un mois, puis à faire en 1 heure ce qu'on faisait en une semaine, à faire en 1 heure ce qu'on faisait en une journée. 20 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois à d'un coup 100. Et pour nous 100 ça a été vraiment le premier gros cap. Et là on s'est dit ok, on a un truc costaud entre les mains. Maintenant il faut qu'on arrive à capitaliser dessus, il faut qu'on recrute, il faut qu'on s'entoure, il faut qu'on trouve comment continuer à faire grandir ce truc et que ce ne soit pas juste un effet de mode sur quelques semaines. Mais on boucle notre première année à 180 000 euros de chiffre d'affaires. Arrive août, septembre et là on se retrouve à faire en un mois ce qu'on a fait en un an complet. Là on se dit oh, là c'est vraiment un truc de ouf, TikTok ça a probablement changé notre vie. Il y a une multitude de problèmes qui s'accumulent, on ne vend plus du tout le même nombre de maillots par mois, là on commence à en vendre 1000, 1500, 2000, mais on commence à vendre plus de maillots qu'on est en capacité d'en trouver. Et c'est là qu'il y a un premier potentiel frein qui se met en place. On se dit mais on ne peut pas continuer à croître si on n'est plus en capacité de se fournir. Et on se pose avec les marques et unanimement elles nous disent la seule solution c'est qu'on fabrique directement pour vous désormais. Extraordinaire.
Qui dit Coupe du Monde de foot dit tous les médias veulent parler de sujets en rapport avec le foot. On embauche une agence de relations presse. Un gros coucou à l'agence Epic parce qu'ils ont vraiment bossé comme des oufs et on se retrouve à faire tous les médias, radio, télé, on se retrouve sur Bein, dans l'after-foot, plus d'1 million d'auditeurs. On était comme ça. Le Bon Maillot nous a envoyé une box surprise et je l'ai ouverte et j'ai reçu ce très beau maillot donc, du Ghana, vous allez le voir celui. Ça s'appelle Un Bon Maillot, donc c'est la surprise totale et j'ai des cadeaux pour vous, c'est Noël avant l'heure. Alors vous êtes des petits start-upers, je peux dire comme ça. Et vous avez créé un concept assez étonnant. Avant quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ils sont fous, ça marchera jamais leur truc. La France, entre guillemets, découvre le concept. En même temps, c'est le mois de décembre, le mois le plus important et le plus intense pour n'importe quel e-commerçant. Et là, décembre, on fait 350 000 € de chiffre d'affaires. Incroyable, on ne sait pas d'où ça sort, mais c'est surtout une énorme prise de panique. Donc là, on recrute notre deuxième préparateur de commandes. Donc pendant 15 jours, ça tourne à plein régime. Et arrive février-mars où, grosse chute. On a recruté d'autres personnes sur d'autres pôles, on a lancé le rugby. Pendant 2 ans, on n'a pas dépensé 1 centime en pub. Mais on a surtout conscience que 30 mètres carrés, c'est plus suffisant. Donc on passe du coup de l'étage de mon papa à un nouveau local qui fait 80-90 mètres carrés. Et c'est du coup aussi ce qui a marqué le lancement du basket, puisqu'on avait dans un coin de notre tête l'envie de lancer une 3e marque, donc un bon maillot basket. Et dans notre bonheur, l'été explose. Septembre, octobre, ça rechute. Nous, entre-temps, on a recruté des profils beaucoup plus seniors. Donc on a créé des pôles avec des managers sur chaque pôle communication, marketing, etc., etc. Je suis Orlane, la communication manager de chez Un Bon Maillot. Aujourd'hui, je gère toute la communication du groupe Un Bon Maillot qui regroupe le foot, le rugby et le basket. Je suis arrivée en août 2023, il y a peu de temps. On a aussi dans un coin de notre tête le lancement de nouveaux marchés, le marché allemand, le marché espagnol. Je m'appelle Hugo. Pour Un Bon Maillot, je m'occupe de développer les marchés étrangers. En fait, je suis consultant et je m'occupe aussi de toute la partie e-commerce. Et on a commencé à travailler ensemble en octobre 2023. On prend une nouvelle décision, encore une fois un nouveau risque. On se dit mais attends, si novembre explose, si décembre explose, mais on ne peut pas se permettre d'être dans 80 mètres carrés. C'est pas possible. Donc on se met en recherche d'un nouveau local beaucoup plus gros et on le trouve mi-novembre, donc à quelques jours du Black Friday. On transitionne de ce local de 90 mètres carrés à un beaucoup plus gros local de 350-400 mètres carrés. Et on s'est dit, mais attends, ce premier local, il est super bien placé, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une boutique? Et donc en quelques jours, on passe d'un local à un autre et d'un précédent local à un magasin. Tout se mélange d'un coup, mais par contre, on sait qu'on est prêt à vivre un gros Black Friday et surtout un gros mois de décembre. Et là, je vais attaquer Black Friday, ça va être... Là, pour moi, c'est la meilleure période de notre vie, là. Où on explose tous les records. Il se passe les 4 premières heures de notre Black Friday, et là, il y a un énorme boom déjà. Là, c'est un truc de fou, je crois qu'on fait Tous les scores, genre, je réalise toujours pas parce que... Et on sait que décembre va être très compliqué puisqu'on a... quasiment plus aucun maillot à vendre à nos clients pour Noël. Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est le jour J qui veut être mon associé, c'est ce soir sur M6. Tout le monde est prêt. Go! On y pense que c'est dans nos têtes, mais là c'est dans quelques heures, donc pressé, ouais. 30% je suis pas intéressé. Ok, allez, c'est reparti. C'est une catastrophe.